Bonjour à tous, moi c'est Laureline. Aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation sur les points essentiels à comprendre et à retenir en chimie organique. Donc du coup vous allez voir qu'il y a certaines vidéos qui seront pas les mêmes au niveau des diapositives parce que c'était une vidéo que j'avais faite l'année dernière pour aider les anciens passes. Mais du coup ça reste exactement la même chose sinon. J'ai juste rajouté cette année des notions sur l'électronégativité mais aussi sur les SEAR, donc les substitutions électrophiles aromatiques. En espérant que ça va pouvoir vous aider. Du coup, dans ce cours, on va tout d'abord voir les inductifs et mésomères donneurs et attracteurs qui sont selon moi les piliers fondamentaux à comprendre pour le cours de chimie organique en fait. On verra dans ce cours que des parties théoriques et non pas des parties pratiques, mais on a une FAQ qui est normalement prévue pour bientôt, donc je serai là pour répondre à toutes vos questions bien sûr. Donc, si on commence par les inductifs et mésomères donneurs et attracteurs, il est selon moi fondamental de vous rappeler la définition d'électronégativité. Donc l'électronégativité, c'est la capacité d'un atome à attirer les électrons à lui. Donc en fait, si vous voulez, quand il y a deux atomes qui sont reliés entre eux, il y en a toujours un qui va vouloir attirer les électrons de l'autre atome à lui et donc du coup de lui shipper. Ça va être un petit peu en fait un rapport de force. Ça s'applique lorsqu'il y a une liaison entre deux atomes différents. S'il y a deux mêmes atomes, du coup on n'a pas cette compétition entre les deux et on a un certain équilibre. Quelque chose à retenir, notamment dans le cours de Monsieur Mourer, c'est cet ordre en fait d'électronégativité qui dit que l'hydrogène est l'atome le moins électronégatif, puis on a le carbone, l'azote, le chlore, l'oxygène, et enfin le fluor. Donc le fluor c'est un des atomes et c'est même l'atome le plus électronégatif. Donc du coup il va falloir bien le retenir parce qu'il tombe quand même pas mal dans les QCM. Si maintenant on revient sur nos idées d'inductifs et mésomères donneurs et attracteurs, il faut tout d'abord savoir qu'un effet mésomère l'emporte toujours sur l'effet inductif. Donc ça veut dire que quand dans un QCM vous avez tel et tel groupe d'atomes et mésomère donneur, s'il n'y a pas d'effet mésomère dans la molécule, ça veut dire qu'il est inductif. En fait, les deux peuvent être inductifs et mésomères, sauf que vu que l'effet mésomère l'emporte, vu qu'il y a délocalisation des électrons, ça veut dire qu'il est mésomère et non pas inductif. Donc ici, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif qui me semble très sympa pour retenir. C'est que les inductifs donneurs, du coup, bon, il n'y a pas forcément des moyens mémotechniques, mais on peut très bien retenir que c'est juste les organomagnésiens, les métaux ainsi que les alkyles. Mais par contre, dans les mésomères donneurs, on a des doublés non liants dans les groupements, donc qui sont du coup électrodonneurs, comme les halogènes, les thioéthers, donc un éther OR, thio c'est parce qu'il y a un soufre dedans, les groupements avec de l'azote ou du phosphore. C'est juste pour simplifier, hein, vraiment le cours n'est pas du tout exhaustif, mais c'est pour vous aider à avoir quelques moyens mémotechniques. Ensuite, on va avoir les inductifs attracteurs, donc on augmente l'acidité, donc vous voyez là il y a 2A pour que vous puissiez retenir, notamment les halogènes, tout ce qui est acide, donc COOH, éther, etc. Les nitriles et les carbonyles. Enfin, les mésomères attracteurs, donc qui ont toujours une liaison pi dans leur groupement. Donc on a COOH, COOR, chlorure d'acide, amide, nitro et nitrile. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, les mécanismes réactionnels, et on va commencer par les additions. Donc il y a deux types d'addition, on a l'addition nucléophile et l'addition électrophile. L'addition nucléophile, ça va être un électrophile qui va se faire attaquer par un nucléophile qui se balade quelque part dans l'environnement. Et une addition électrophile, c'est un nucléophile qui va aller chercher un électrophile qui se balade dans la réaction. Si on commence par les additions nucléophiles, donc on va avoir un nucléophile qui attaque le carbone de l'acétone qui est électrophile ici. On verra ça dans les diapositives suivantes.
Pourquoi c'est un site électrophile? Mais du coup, ici, on a besoin d'un électrophile pour faire attaquer le nucléophile. Un carbone à 5 liaisons, ça n'existe pas. Et donc, vu que l'oxygène est très électronégatif, il va aller prendre une liaison et former un troisième doublet non liant et prendre, du coup, vu qu'il a gagné 2 électrons, une charge négative. On aura bien ici additionné notre nucléophile et formé un alcoolate. Cet alcoolate ici, on n'a pas trop envie de le laisser comme ça, j'ai envie de vous dire. Donc, ce sera le doublet non liant de l'alcoolate qui va aller shipper un proton quelque part qui se balade dans la réaction. Donc, c'est très certainement la dissociation qu'il y a eu entre le nucléophile et l'hydrogène ici, hein, d'accord? Donc, le doublet non liant qui attaque le H+, et on va avoir formation d'un hydroxyle, et on aura bien notre nucléophile qui se sera additionné dessus. Si maintenant on voit l'addition électrophile, donc l'addition électrophile, on va très généralement utiliser les alcènes. La double liaison de l'alcène, c'est justement ce qui va conférer le caractère nucléophile de la réaction. Donc c'est la liaison pi qui va aller attaquer l'électrophile. Donc l'électrophile, ça peut être un H+, comme ça peut être autre chose, du moment qu'il a une charge plus et qu'il a un déficit d'électrons. Donc la liaison ici, elle va être formée au niveau du X là, d'accord? Mais vous êtes bien d'accord avec moi que vu que la double liaison elle a été cassée, le carbone ici n'a plus 4 liaisons, mais n'en a plus que 3, et donc on a formation d'un carbocation. Pour rappel, un carbocation, c'est un carbone avec 3 liaisons et une charge plus, donc il a perdu une liaison, et un carbanion, c'est un carbone qui s'est approprié un doublet non liant, donc il a un doublet non liant à lui, une charge moins, et du coup 3 liaisons qu'il peut faire avec d'autres atomes. On n'aime pas les carbocations, donc du coup, il va y avoir encore une fois notre petite base qui va se balader, un petit nucléophile. Addition nucléophile comme d'habitude, hop, on va additionner au niveau du carbocation et on va additionner du coup notre Y sur la molécule préalablement formée. Maintenant, voyons les substitutions. Donc, les substitutions, c'est tout simplement substituer un atome ou un groupe d'atomes par rapport à un autre. Donc, plus vulgairement parlant, c'est changer un atome par rapport à un autre. On va avoir un certain nombre de prérequis, donc on va avoir besoin d'un nucléophile et on va avoir besoin d'un bon groupe partant, un bon nucléofuge, qui est très généralement l'eau ou l'halogène. Ici, on va considérer qu'on va prendre un halogène, tout simplement. On a 2 types de substitution nucléophiles. J'insiste bien sur le mot nucléophile car on va s'intéresser que à celle-ci. On a la substitution nucléophile d'ordre 1 et la substitution nucléophile d'ordre 2. La substitution nucléophile d'ordre 1, elle se fait en 2 étapes. D'accord? Donc on a d'abord le départ du nucléofuge. Étant donné que l'halogène est très électronégatif, l'halogène va attirer les électrons à lui, donc du coup va prendre cette petite liaison, donc 2 électrons à lui, et partir. S'il part, ça veut dire qu'on va avoir formation d'un carbocation. Le carbone aura perdu une liaison, d'accord? Et c'est à ce moment-là où notre fameux nucléophile va intervenir. Le nucléophile va aller attaquer le carbocation comme on a vu dans les additions électrophiles. Et on va avoir notre substitution de X par rapport, nucléophile et X. La SN2, donc, ça se fait en une étape. C'est tout de suite le nucléophile qui attaque le carbone. Donc, je vous rappelle que le carbone ici, il est pauvre, il est doublement lié, donc on lui ship ses électrons. Et là, on a encore une fois un groupe partant qui ship encore une fois les électrons. Donc, attaque du nucléophile au niveau du carbone, départ de l'halogène, ici on s'en fiche, et on va bien avoir substitution de X avec le nucléofuge. Donc là on a bien la liaison d'ici, elle a juste tourné, elle est juste là. Mais là vous allez me poser la question de, mais comment on fait pour savoir si c'est une SN1 ou une SN2? Alors en fait, c'est tout simplement fonction du carbone. Soit le carbone il est primaire, donc du coup qu'il est relié à seulement
enfin pardon, le tertiaire est relié à 3 substituants différents de H et le primaire est relié à un substituant différent de H. Donc là, du coup, on va faire une SN2 pour le primaire. Pourquoi? Parce qu'on veut aller très vite. Un carbocation primaire n'est pas stable, donc on ne va pas passer par la formation d'un carbocation. Et un carbone tertiaire va être privilégié pour une SN1, car un carbocation tertiaire est très stabilisé. Et du coup, vous allez me dire, mais pour le secondaire, comment c'est possible de faire? Et bien là, c'est un petit peu plus compliqué. Ça va dépendre si vous avez de la mésomérie dans la molécule. Donc là, je vais pas m'attarder dessus. Donc s'il y a de la mésomérie, on pourrait passer par une substitution nucléophile d'ordre 1. Mais sinon, s'il n'y a vraiment pas du tout de stabilité, je privilégierais quand même la SN2. Donc maintenant, voyons l'élimination. Donc l'élimination, elle a quand même un certain nombre de prérequis et c'est vraiment une réaction que vous pouvez assez facilement reconnaître dans les QCM le jour du concours. Donc, en prérequis, il nous faut d'abord un bon groupe partant. Un bon groupe partant, comme d'habitude, au halogène, on ne change pas. Ensuite, il nous faut une base. Donc la base, elle est ici, qui va pouvoir aller justement attaquer, troisième condition, un H sur le carbone en alpha qui porte le groupe partant. Donc pas mal d'entre vous ont eu des difficultés là-dessus. En fait, le carbone en alpha, c'est tout simplement celui-ci. Pourquoi c'est celui-ci? Nous, on s'intéresse au nucléofuge là. C'est celui-là qui va partir, donc ça nous intéresse. Notre carbone d'intérêt, il est donc ici. Et en fait, le carbone en alpha, ça va être tout simplement celui qui se trouve à côté. Et donc, si ce carbone-là est relié à un hydrogène, ça veut dire qu'on va pouvoir faire l'élimination. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut se dire que je peux faire une élimination. S'il n'y a pas d'hydrogène, on ne fait pas d'élimination. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? La base qui attaque le H. Ok? Vu que la base, elle est très nucléophile, elle va juste aller piquer le H. Donc le H va perdre sa liaison et on va avoir formation d'une double liaison ici. Vous êtes bien d'accord que si on forme une double liaison là, on va avoir un carbone à 5 liaisons. Un carbone à 5 liaisons, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir le nucléofuge qui part, le brome très électronégatif qui est un halogène, donc encore une fois, va attirer les électrons à lui et partir et va se balader dans l'environnement sous forme Br-. Et qu'est-ce qu'on aura formé? On aura formé une liaison pi, donc une double liaison, et donc ça c'est obligatoire. Donc si vous voyez dans les QCM une double liaison qui a été formée, c'est très fort probable que ce soit une élimination. Donc du coup ici on aura formé un alcène tout simplement, et vous revoyez bien vos deux H qui sont ici, avec le brome qui est parti donc il n'est plus là, et les deux H qui sont ici, et lui qui est bien parti parce qu'on a notre base BH qui se balade, c'est plus B- du coup c'est BH. Donc maintenant on va voir une partie assez importante, les carbonyles. Donc du coup les carbonyles, ce qu'il faut savoir c'est que son radical c'est un carbone doublement lié à un oxygène. Et en fait on va avoir deux fonctions différentes, dont l'une qui s'appelle l'aldéhyde et l'autre qui s'appelle l'acétone. Ce qui va différer entre les deux, c'est tout simplement un hydrogène qui est relié au niveau du carbone de l'aldéhyde, alors qu'une cétone, on a vraiment deux groupements différents de H. Un petit cas particulier, donc c'est un aldéhyde tout simple, c'est vraiment le carbonyle le plus simple qui peut exister, c'est le formaldéhyde, et donc le formaldéhyde, c'est donc du coup deux hydrogènes qui sont reliés au carbone qui lui-même est doublement lié à l'oxygène. Donc si un jour, si au concours on vous dit il y a un formaldéhyde dans la réaction, et ben vous saurez maintenant que c'est un formaldéhyde, donc il faudra mettre que c'est vrai. Alors maintenant, on va voir de plus près la réaction qu'il peut y avoir avec un carbonyle. Donc ici, je vous rappelle qu'on a une cétone, d'accord, parce qu'on a le carbone double liaison O avec deux groupements R. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi ici, on a un site électrophile.
En bref, le site électrophile, en fait, il vient du fait que l'oxygène est très électroattracteur par rapport au carbone, surtout qu'il est doublement lié, donc il va être encore plus électroattracteur, il va encore plus shipper des électrons. De ce fait, le carbone ici est vraiment très très pauvre, et donc du coup, il va pouvoir se faire attaquer par un nucléophile qui est riche en électrons, qui va se balader dans l'environnement, comme l'indique la flèche, et en fait, pour avoir un carbone à 4 pattes, parce qu'un carbone à 5 pattes, ça n'existe pas, on va avoir du coup l'oxygène qui récupère son électron, enfin ses électrons, pour avoir triple, doublé non-ion. Et donc du coup, on va avoir notre petite réaction qui est faite. Enfin, je vais terminer les carbonyles par deux types d'équilibres qui me semblent vraiment très importants à comprendre et qui seront également très importants à comprendre si vous passez en P2. Donc on a l'équilibre céto-énolique qui se forme en milieu basique, donc c'est-à-dire quand on est en catalyse acide ou alors tout simplement un réactif H+, qui se balade dans la réaction. Et en fait on forme un énol, et donc l'énol c'est tout simplement un alcène et un alcool. On a aussi l'équilibre céto-énolate. Là il y a une petite erreur, du coup c'est céto, c'est pas cétone. Même si, voilà, céto, comme son nom l'indique, cétone, cétoénolate, donc en milieu basique, c'est-à-dire avec une base B- ou H-, tout ce que vous voulez, un nucléophile, et on forme l'énolate, donc c'est un énol plus un alcoolate. Ici, je vous ai mis l'exemple typique d'un équilibre céto-énolate. On a un petit prérequis qu'on a déjà vu auparavant, il nous faut un hydrogène sur le carbone en alpha du carbonyle. Donc, le carbonyle est ici. J'espère que vous avez reconnu encore une fois que c'était une cétone. Et en fait, en alpha, ici, on a bien un hydrogène. Ça tombe bien, il n'y en a que un. Donc, du coup, on va pouvoir faire notre équilibre céto-énolate. Donc, la base qui attaque le proton H, et en fait on va faire une élimination, hein, comme on vient de voir dans les réactions d'élimination, formation de la double liaison, un carbone à 5 liaisons ça n'existe pas, donc l'oxygène étant très électronégatif, va récupérer un doublé non liant à lui, et donc on a formé ici l'énolate, donc l'alcène plus l'alcoolate ici. Donc maintenant, dans le dernier point de ce GDT, on va voir les SEAR, donc comme j'ai dit au début, les substitutions électrophiles aromatiques. Donc les substitutions nucléophiles aromatiques ne sont pas vues en P1, mais elles sont vues en P2. Donc du coup, si jamais il y a un QCM où on vous dit que c'est une substitution nucléophile aromatique, vous pouvez déjà mettre que c'est faux en fait. Donc du coup, dans les SEAR, on va avoir 3 étapes fondamentales. On va tout d'abord avoir l'activation de l'électrophile, puis l'addition de l'électrophile, et enfin la réaromatisation du cycle. On va voir tout ça étape par étape. Donc, l'étape 1, elle se passe ici. Donc en fait, généralement, elles vous sont pas trop demandées dans les QCM, mais en P2 Pharma, elles vous sont un peu plus demandées de raisonner là-dessus, mais je vais vous expliquer vite fait ce qui se passe. En gros, si vous voulez, vous avez toujours un élément qui est très électronégatif par rapport à un alkyle. Donc vous voyez ici que le chlore est très électronégatif, c'est pour ça qu'il est delta-. Et ici, l'alkyle qui est delta+, parce qu'il est un peu plus électropositif. Et donc en fait, vous allez avoir quelque chose qui se balade dans l'environnement. Généralement, c'est du AlCl3, parce qu'en fait, l'aluminium ici il possède une case quantique vide qui va pouvoir aller accueillir une liaison et de ce fait rendre électrophile le CH3 qu'il y a ici. Donc si vous voulez, c'est la liaison au niveau du Cl, donc c'est le Cl qui va aller donner son électron au aluminium, et en fait on va avoir du AlCl4-, qui va faire qu'ici on va avoir un grand nucléophile, et de ce fait le CH3 va être électrophile car il a une charge plus en fait. Et donc du coup, quand vous allez avoir un cycle, en fait c'est le cycle qui va donner sa double liaison au niveau du CH3 pour qu'on ait une liaison qui se forme
ici en fait. Et en fait, vous voyez bien que quand la liaison ici, elle se casse, il va y avoir un hydrogène qui se balade, d'accord? Donc ça veut dire que votre hydrogène, il est ici. Il y aura toujours un hydrogène qui se balade vu que vous cassez une liaison. Donc qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir réaromatiser le cycle? Donc ici, on a additionné l'électrophile. Ici, on va réaromatiser le cycle. Donc c'est encore une fois notre nucléophile qui va venir en jeu. Et donc en fait, c'est le chlore qui va aller donner, qui va aller shipper l'hydrogène sans lui prendre ses électrons, parce qu'en fait les électrons vont revenir au niveau du cycle pour avoir cette réaromatisation et cette délocalisation. Et en fait c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. Donc on ship les électrons pour rendre le CH3 électrophile. Au niveau du cycle aromatique, on va avoir une des doubles liaisons qui va attaquer l'électrophile pour pouvoir faire une liaison, et le H va être attaqué par le nucléophile qui a été créé lorsqu'on a activé l'électrophile pour pouvoir avoir, encore une fois, nos électrons qui reviennent dans le cycle et avoir cette réaromatisation. Et donc du coup, on a bien fait une substitution électrophile aromatique parce que ici, on a bien additionné le H. Du coup, pour terminer cette petite présentation, je vais vous expliquer comment on peut savoir si le groupement en fait, qui est placé sur le cycle, il est placé en ortho, para ou en méta directeur. Alors en fait, on va déjà rappeler ce que c'est la position ortho, méta et para. En fait, si vous voulez, notre substituant R ici, il va être soit activant ou désactivant. Je vais vous l'expliquer un peu plus en détail après. Mais en fait, en fonction de ce groupement R, l'électrophile qui va être placé va pouvoir être en ortho, en méta ou en para. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si votre substituant il est activant, ça veut dire qu'il va être considéré comme ortho-para-directeur. C'est-à-dire que le substituant R va vouloir diriger l'électrophile en ortho ou en para. Et en fait, ça concerne tous les inductifs et mésomères donneurs. Donc en fait, vous retournez dans les diapositives, enfin dans les premières diapositives que je vous ai faites. En gros, tous les inductifs mésomères donneurs qui sont R ici, vont être ortho-para-directeurs. Si jamais le substituant est désactivant, il sera dans ces cas-là métadirecteur, mais du coup ce sera un petit peu plus rare dans les items de QCM et même dans les cas les plus généraux. Mais il faut bien retenir du coup que c'est le cas inverse, hein, c'est les inductifs et mésomères attracteurs. Et il sera du coup métadirecteur. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura bien aidé. Et si jamais vous avez d'autres questions, une FAQ sera là dimanche à 14h, il me semble. Et puis on sera là pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite bon courage.